Quoi de mieux qu'un nouveau Tim Burton pour bien entamer la rentrée cinéma, surtout lorsque celui-ci nous propose un vrai retour aux sources. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Beetlejuice, Beetlejuice. Salut à tous et bienvenue dans les films du vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur Beetlejuice, Beetlejuice, la suite du premier film de 88 qui a permis à Tim Burton de définir son style gothique, évidemment, qu'on va retrouver un peu dans tous ses films et surtout de se faire un nom au niveau international et de se faire véritablement connaître avec ce premier grand succès international, si on compte pas Pee-wee, hein, bien sûr, je pense notamment à Chez nous en France, qui n'est vraiment pas un film culte chez nous, malheureusement, en tout cas au niveau grand public, mais qui aux États-Unis a très bien fonctionné. Et c'est vrai que pour moi, il y avait déjà toute la folie en fait de Beetlejuice, au niveau visuel notamment, avec l'expressionnisme allemand, avec toute une esthétique en fait hors effets spéciaux, bien sûr, les effets de stop motion, le côté très coloré, en même temps très décalé et sombre, bien sûr. Il y avait déjà un peu tout ça dans cette aventure complètement folle de Pee-wee's Big Adventure, mais c'est vrai que Beetlejuice définit un peu plus son style gothique, et c'est ce qu'on a retrouvé dans toute sa filmographie, notamment dans les années 80-90, bien sûr, qui reste évidemment la meilleure période, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, de Tim Burton, au niveau plastique notamment, esthétique. C'était vraiment, toute sa folie et sa spontanéité se retrouve dans ses premiers films, bien entendu, et c'est vrai que ça fait plaisir, et en même temps on peut avoir peur de ce projet de suite qui, en plus de ça, a mis des années et des années à aboutir, 36 ans, pour avoir enfin cette suite. Il y avait déjà plusieurs ébauches en fait de scénarios dans les années 90, notamment le plus connu, c'est Beetlejuice Goes Hawaiian, bien sûr, qui devait revoir donc le personnage de Charles devait revenir, le personnage d'Otto, mais le problème c'est que Winona Ryder, nous sommes en 97, trop âgée pour le rôle, le projet tombe à l'eau, plusieurs années après pour essayer de mettre en chantier cette suite, et nous arrivons 36 ans plus tard, et c'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que c'est pas un peu tard de nous proposer un nouveau Beetlejuice après autant d'années? C'est vrai qu'on peut avoir un peu peur. Alors, niveau casting, moi j'étais un peu rassuré de voir qu'il y ait Jenna Ortega, parce que c'est vrai que c'était la grande révélation de la série mercredi. Alors, je suis absolument pas fan du scénario de cette série. L'intrigue m'a complètement gonflé, je préfère être vraiment honnête. Mais par contre, la série a permis effectivement de mettre en lumière donc cette jeune actrice qui évidemment est calibrée pour l'univers de Burton. Vraiment, c'est incroyable. C'est vraiment une recrue top à ce niveau-là. Et en plus, quand j'ai vu qu'elle allait jouer donc la fille de Lydia, donc de Winona Ryder, Lydia du premier film, Lydia Dietz, je me suis dit pourquoi pas, il y a peut-être un truc à faire effectivement, mais je n'étais pas rassuré, attention. Mais les premiers trailers, les premiers teasers m'ont un peu rassuré. Je me suis dit tiens, on retrouve son style un peu sans trop d'effets visuels en fait, trop de CGI justement. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux, on est sur quelque chose d'assez artisanal, et ça m'a rassuré. Moi, la première crainte que j'ai eue, c'est que je me suis dit waouh, est-ce qu'on va pas se taper en gros une espèce de Dark Shadows version Beetlejuice avec l'expressionnisme allemand en moins, avec on va dire la spontanéité, la folie du premier film en moins? Eh bien absolument pas. Écoutez, j'ai pris une de ces claques. Alors évidemment, le film n'est pas forcément parfait, mais au moins il propose vraiment de la spontanéité. On voit que Burton se fait plaisir. En plus de ça, je trouve que l'histoire autour de la famille Dietz en fait est très intéressante, parce qu'il y a plein de petites sous-intrigues et qui permettent vraiment de rentrer en fait dans l'histoire des personnages. Il y a une écriture dramatique un peu plus soutenue que sur le premier film. Je trouve que il arrive à la fois à rendre le film décalé, humoristique, un peu dark, sombre avec le côté horreur. Il y a même de l'humour noir, dark. Enfin, il y a des trucs un peu, il ose vraiment sur ce film pour un film plutôt grand public en 2024. Je trouve que c'est quand même pas hyper consensuel justement. Ça se lâche un peu et ça fait vraiment plaisir.
Je trouve que l'écriture des personnages est plutôt bonne. Tous les personnages en fait sont bien traités, mis à part, je trouve que voilà, le personnage de Dolores, qui est censé donc être l'ex-femme de Beetlejuice, interprétée par Monica Bellucci, eh bien ouais, je trouve un peu en dessous voilà, des autres personnages. Je pense qu'elle est surtout là en fait, c'est un peu le prétexte pour que voilà, sentir que Beetlejuice est un peu menacé par quelque chose autre que la famille Dietz qui va lui demander des services un peu voilà, à tour de rôle, j'ai envie de dire. Hein. Il y a un premier service qui va être demandé donc par Lydia hein, pour tenter de sauver sa fille, vous le verrez, hein, je n'en dis pas plus. Et il y a aussi donc Delia, hein, interprétée par Catherine O'Hara, qui elle aussi aura des services à demander à Beetlejuice. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, il va y avoir un peu comme dans le premier film, des échanges de bons procédés, un peu des deals en fait qui vont être faits un peu avec Beetlejuice pour se sortir de certaines situations. Donc voilà, c'est une espèce de chantage comme ça avec Beetlejuice. Voilà, c'est assez sympa de retrouver en fait cet esprit des années 80, mais en même temps avec une vraie identité visuelle d'aujourd'hui. C'est ça qui est curieux. C'est comme s'il y avait à la fois un respect de l'œuvre originale, en fait, et en même temps, on sent quand même que c'est un film d'aujourd'hui, mais c'est simplement que ça s'inspire en fait de la folie esthétique voilà, des premiers films de Burton. Et moi, j'aime bien parce que, en fait, c'est pas simplement une suite, ce film. C'est surtout cette suite de Beetlejuice marque véritablement un véritable retour de Tim Burton, hors pression, Disney, cahier des charges, etc. On retrouve en fait le côté indépendant, j'ai envie de dire, voilà. Mais c'est quand même des gros studios, Warner, mais ce que je veux dire, le côté un peu plus artisanal, véritablement du créateur Burton, en fait. C'est ça, on retrouve le créateur Burton et pas simplement, voilà, l'exécutant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit hein, depuis sa rupture avec Disney en 2022. Voilà, il avait dit que son prochain film, voilà, ce qui serait important pour lui, c'est que justement le film ait véritablement une importance pour lui, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment un vrai projet. Qui soit, voilà, où il se sente concerné véritablement par son projet, en fait. Parce que, comme vous le savez, voilà, Dumbo, hein, qui était, voilà, j'avais un peu poussé un coup de gueule hein, à l'époque, mais c'est vrai que ce personnage de Dumbo, c'était presque Tim Burton, voilà, qui était pris au piège comme ça de ce cirque avec tous ces êtres humains autour qui essayaient d'exploiter en fait son art. Et c'est vrai que voilà, on sentait un peu que c'était une personnification de Tim Burton sous l'apparence de cet éléphant qui était pris au piège comme ça avec des gros financiers et des personnes là. Donc quelque part le film était autobiographique, hein, Dumbo si on veut, mais voilà, on sentait qu'il était un peu piégé quoi. Il y a eu peut-être 10% de créativité, voilà, ce film était personnel à 10%. Et c'est un petit peu dommage. Alors que là, on sent que c'est vraiment du 100% Burton dès début. Ça fait plaisir de retrouver vraiment toute sa folie. Et en même temps, eh bien, il y a un peu de la nouveauté. Il y a des personnages qui ont été ajoutés et qui sont crédibles, c'est-à-dire que c'est pas simplement des persos rajoutés où on sent trop que c'est rajouté, etc. Ça fait à la fois avancer l'intrigue et en même temps, c'est des personnages qui ont du relief, ils sont bien écrits. Il y a le personnage de Jérémy, vous allez voir, son histoire. Tu te dis quand même, on est dans un film grand public et il y a cette histoire complètement morbide en fait. Tu te dis waouh, j'en dis pas plus, vous allez découvrir dans le film. Mais ouais, c'est absolument génial. Alors moi j'avais un peu peur au début parce qu'effectivement on a donc les deux scénaristes de la série Mercredi et c'est vrai que bon, moi je trouvais pas les scénarios de la série Mercredi justement très valables, très intéressants, mais ils ont réussi à faire quelque chose entre l'histoire d'origine de Michael McDowell, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà. Et donc qui avait créé l'histoire et le scénario original du premier Beetlejuice. Ils ont réussi à reprendre le terreau de ça et de le mettre à la sauce 2024 avec des nouveaux persos, avec des personnages qui ont disparu. Ils ont très bien justifié l'absence de certaines personnes au casting. Alors parfois je me demande si c'est juste une question d'indisponibilité, ou qui ne voulaient pas participer, notamment comme Jeffrey Jones, hein, bien sûr, qui joue Charles qui est décédé au début du film et qui va faire du coup que toute la famille Dietz va se retrouver.
On a notamment Lydia qui essaye de se remettre, hein, bien sûr, de sa première rencontre avec Beetlejuice, avec cette émission Ghost House, hein, bien sûr, où elle, voilà, une espèce voilà, d'émission télé, en fait, où voilà, elle essaie de communiquer avec les fantômes chez les gens, etc. Voilà, c'est une sorte voilà, d'exutoire pour elle, en fait, suite aux événements de 88. Et elle a des visions de Beetlejuice. Tout va repartir, en fait, à ce moment-là. Et il va y avoir évidemment eh bien, des événements qui vont retourner dans le monde de l'après-vie versus le monde des vivants. Et c'est un vrai Burton 100% pur jus en fait. Hein, c'est ça. Donc écoutez, amusez-vous, vraiment régalez-vous à retourner avec dans cet univers où il y a des vers de sable géants, où il y a des portes à dessiner sur des murs pour nous ouvrir un monde magique et peut-être plus vivant finalement chez les morts. C'est ça qui a été très bien vu aussi dans Les Noces funèbres, hein, rappelez-vous. Burton a cette capacité de nous faire rêver en nous rappelant qu'il est possible finalement, enfin, on peut s'apercevoir que chez les morts, eh bien, on peut plus s'éclater, c'est peut-être plus joyeux chez les morts, plus fun que dans le monde, voilà, le monde que nous connaissons. Donc voilà, non, c'est très poétique à ce niveau-là aussi. Hein. Burton a toujours quand même une pointe de poésie dans ses mises en scène, dans sa manière de raconter aussi visuellement ses histoires en fait. Je pense que c'est un peu à l'image en fait de son labyrinthe actuel. Je suis rentré en fait un peu dans ce film comme je rentrerais dans le labyrinthe. Vous savez, cette exposition ambulante comme ça dans toutes les capitales européennes actuellement, où on peut donc, voilà, dans une espèce de chapiteau gonflable comme ça, enfin à l'intérieur, déambuler avec tous les décors, des personnages, des dessins, des croquis, des sculptures en fait de Burton comme ça, dans un labyrinthe en fait, on s'y perd, etc. Et ben, j'ai retrouvé ça en fait. Quand on est dans l'après-vie avec évidemment le côté esthétique expressionnisme allemand, eh bien on retrouve ça en fait. Hein. On retourne avec délice en fait dans cette espèce de labyrinthe justement. Donc vraiment ouais, c'est très réussi. On a même un clin d'œil, c'est pas un énorme spoil, voilà, c'est un spoil esthétique, mais voilà, je vous le dis quand même, moi ça m'a beaucoup plu d'avoir le petit clin d'œil à Carrie au bal du diable hein, de Brian De Palma avec la musique du thème en fait du film. Il va y avoir ce petit clin d'œil-là, et puis il va y avoir aussi des séquences un peu horrifiques qui sont assez rigolotes et décalées. Donc on retrouve un peu totalement en fait son imagerie, le côté un peu burlesco, horrifico, décalé quoi. Et vraiment ouais, et gothique aussi. Donc franchement, non, à tous les niveaux, ce film est très très bon. Voilà, il y a des séquences. Moi, il y a une séquence que j'ai trouvée marrante, mais je me suis dit tiens, pourquoi mettre les Bee Gees? C'est vrai qu'il y a à un moment donné, vous avez donc une chanson des Bee Gees pendant que Dolores essaie de se reconstituer comme ça en se réagrafant toutes les parties du corps. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Bon, oui, bon, tout n'est pas forcément parfait. Mais alors, je dois dire que cette gare aussi avec ce Soul Train, toute cette direction artistique en fait est très soignée. On retrouve évidemment le bureau, voilà, d'attente en fait. Hein, c'est le côté administratif qui était tellement bien vu dans le premier film où on a son numéro en fait pour attendre son tour pour rentrer dans le monde de l'après-vie. Voilà, chacun se font, voilà, tous les morts en fait, on traite le dossier de tous les morts en fait pour essayer de voir quelle place on peut leur donner dans l'après-vie. C'est fou. Et puis on voit d'ailleurs qu'il y en a qui travaillent derrière, qui retrouvent en fait finalement, eh bien, oui, c'est ça, hein, le monde professionnel, mais dans l'après-vie, quoi, après la mort. Donc ouais, c'est très très bien vu. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont bien vues dans ce film. Hein. Il y a une très très bonne direction artistique globalement. Pour moi, c'est une franche réussite. Je suis assez étonné d'ailleurs, mais dans le bon sens, hein, je suis assez surpris parce que je ne m'attendais pas forcément à un niveau de qualité aussi haut. Alors évidemment, je remets dans le contexte, c'est-à-dire par rapport à la filmographie de Tim Burton. Qu'est-ce qu'on demande à une suite de Beetlejuice ?
voilà, c'est d'être du 100% Burton. C'est qu'il soit fidèle en fait à tout ce qui a été le terreau solide de ses débuts de carrière en fait. Et c'est ça qu'on attend en fait. Mais évidemment, replacé dans le contexte de tout le cinéma, ce film ne révolutionne absolument pas le cinéma, évidemment. Mais pourquoi c'est du génie et que c'est formidable? C'est que Tim Burton, en gros, ne se renie pas. Il est 100% lui-même sur ce film. Et c'est ça qui est très appréciable en fait. Voilà, c'est vraiment qu'il est fidèle à lui-même et il se respecte en fait. Car parfois, voilà, il y a certains films, certains projets. Bon, on avait un peu envie de dire que c'était pas lui, quoi, c'était pas à sa hauteur. Quand on voit notamment ce qui s'est passé au début des années 2000 avec cette catastrophe industrielle de la planète des singes. Voilà, tu te dis, à ce niveau-là, c'est quand même, tu retrouves pas justement tout ce qui fait l'essence même de Burton, quoi. Si ce n'est une spirale vaguement dans l'espace, tu te dis non, c'est pas suffisant. Donc voilà, c'était trop light. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir. Alors il y a eu un peu Miss Peregrine qui était quand même correct, bien sûr, parce qu'on retrouvait des thématiques chez Burton, tout ça. C'était plutôt bien vu, mais c'est vrai que celui-ci, je trouve qu'il est beaucoup plus kiffant. C'est un pur kiff, c'est un pur shoot de Burton. Et on prend à la fois du plaisir, on a envie de retourner dans cette histoire. Moi, je sais que je reverrai ce film, en fait, clairement, parce que j'ai pris mon pied. Ça fait plaisir aussi de retrouver du cinéma grand public où on a envie de revoir les films après. Ça, c'est le genre de film, ça vous rappelle aussi une époque où on usait les VHS tellement on revoyait des séquences qu'on avait adorées dans ces films-là, parce que c'est hyper visuel, en fait, c'est hyper plastique, esthétique, et on a envie de retourner, comme on a envie de, je sais pas, de dévorer un gâteau. Ouais, voilà, c'est le côté sucré, pop, flashy, c'est un pur délice, en fait. Je pense même qu'en fait, c'est incroyable ce que je vais dire, mais en gros, que cette suite, ça valait le coup d'attendre 36 ans plutôt que peut-être avoir une suite expéditive qui aurait surfé sur la hype de l'époque. Et dans les années 90, si on avait eu une suite, c'est pas sûr qu'elle aurait été aussi bonne. C'est pour vous dire le niveau. Moi, je pense que Beetlejuice Goes Hawaiian, ça aurait été sympathique, mais ça aurait peut-être été au niveau d'un SOS Fantôme 2, vous voyez. Scénar pas ouf, mais séquence sympa et on est content de retrouver les persos. Mais ça s'arrête là. Et c'est pas simplement, en fait, c'est pas un film nostalgique, comme on peut le retrouver dans d'autres types de productions un peu faciles, où on veut surfer sur une vague qui a marché, tout ça, faire une sorte de revival des années 80-90. C'est pas ça véritablement. C'est d'arriver à conjuguer avec en même temps le nouvel univers, les nouveaux personnages, la nouvelle génération, les anciens, de conjuguer l'univers visuel d'avant, mélangé à des idées nouvelles d'aujourd'hui. Voilà, franchement, non, il y a un très très bon dosage qui fait que ce n'est pas un film, en gros, pour faire simple, ringard en fait. Non, c'est pas parce qu'il est fidèle au côté kitsch 88 que ça en fait un film ringard, pas du tout, parce qu'il y a une bonne écriture. Et je pense que ça passe aussi par l'écriture. Il y a eu un vrai travail d'écriture sur ce film pour assurer en fait un pont valable du passage entre le premier et ce second film avec autant d'années après. C'est presque de l'ordre du miracle. Et il va y avoir aussi les thèmes du deuil aussi, vraiment qui sont traités. Non, vraiment, c'est... Non, en plus, c'est plus profond que ça en a l'air, cette gentille petite farce de Beetlejuice. Ouais, c'est peut-être même un cran supérieur au niveau de l'écriture, finalement, de ce scénario. En fait, je trouve peut-être un peu plus fourni, en fait, ce scénario. Vraiment, il y a beaucoup de personnages qui ont beaucoup de choses à raconter, entre ceux qui sont vivants, ceux qui sont décédés, qui vivent dans l'après-vie, l'espoir de pouvoir retrouver certains personnages aussi. C'est cette famille en fait qui est aussi bouleversée par des disparitions, des maris, des pères de famille, tout ça qui se retrouvent disparus, qu'on a envie de retrouver. Est-ce que forcément le fait de revoir la personne va régler tous ces maux MAUX dans la vie, c'est pas sûr. Donc il y a quand même ces questions-là qui sont un peu quand même évoquées, traitées peut-être pas totalement, mais assez évoquées pour que ça rehausse un petit peu le niveau général en fait de cette gentille farce. Voilà, donc voilà. Écoutez, franchement, je ne peux que vous recommander d'aller voir cette suite.
Si vous êtes fan du Tim Burton des débuts, je pense que ça va quand même titiller un peu votre nostalgie. Par rapport, en fait, replacé dans le contexte de sa filmographie, c'est absolument presque inespéré de retrouver ce niveau de qualité et de spontanéité. Et ça avec sa singularité et tout son univers. Donc je vous recommande vivement Beetlejuice à découvrir absolument dans les salles de cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Quel plaisir donc pour cette rentrée cinéma de septembre 2024 de découvrir donc un Burton en pleine forme. Vraiment, je pense que pour sa fin de carrière, ça va être ça va être très très beau. J'espère qu'il va continuer sur ce rythme-là. C'est plutôt encourageant, en tout cas. Et j'espère aussi que les prochains films de cette rentrée vont être tout aussi passionnants à découvrir. Donc, en attendant la prochaine vidéo, écoutez, comme toujours, je vous souhaite donc un excellent vendredi, un excellent week-end. Et n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!